En 2035, le continent devra atteindre un taux d'urbanisation de 49%. Déjà actuellement, nous savons que l'Afrique, après l'Asie, enregistre le plus fort taux d'urbanisation dans le monde. C'est un défi majeur, mais il faut faire attention à quelque chose. C'est cette tendance-là de vouloir sacrifier l'environnement sur l'autel de l'industrialisation. Beaucoup d'experts raisonnent dans le sens de l'urbanisation, plutôt de l'industrialisation comme solution à l'urbanisation accélérée. Ce que nous savons par expérience, c'est que l'urbanisation, ça veut dire beaucoup plus d'emplois, beaucoup de criminalité également, donc beaucoup d'investissements également par rapport à la question sécuritaire. Tous ces éléments-là qui entrent en jeu font que la lecture qu'on a aujourd'hui de l'Afrique, c'est une lecture qui dit plutôt un rapport de similarité entre l'expérience européenne du 19e siècle, pendant la révolution industrielle, et l'Afrique contemporaine. Et l'erreur systémique que nous pouvons faire, la pire des erreurs, c'est de s'inscrire dans une démarche de développement qui serait dans une sorte de répétition de l'expérience européenne. Généralement, lorsqu'on parle de développement, on est dans une sorte de rupture. On a l'impression qu'il existe une limite ou bien une frontière au-delà de laquelle on peut parler du développement et en deçà de laquelle on parlera de sous-développement. Pour l'Afrique, il faut dire que l'expérience étrangère peut servir d'exemple et non de modèle. Et il faut aussi voir que pour ce continent-là, parfois on néglige certains éléments qui sont pour beaucoup de personnes anecdotiques et circonstanciels, alors que c'est fondamental. Vous avez un vivre ensemble qui est assez solide, mais qui sous le rythme de la modernité est en train d'éclater. C'est la famille, c'est le tissu social qui est conçu sur la solidarité et la dignité humaine. C'est aussi la résistance à l'individualisme. Donc toutes ces valeurs-là sont en train petit à petit d'être perdues. Donc ça, c'est un défi fondamental aujourd'hui. Deuxième défi, lorsque nous parlons de l'Afrique, c'est l'intégration régionale. En 1980, donc environ 2 décennies après les indépendances, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ces nouveaux États qui venaient de naître, en termes de conception de modèle économique, en termes aussi de politique, tout court en termes de démocratie, étaient dans une espèce de schizophrénie. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Les Africains se sont dit, voilà, dans une logique de panafricanisme économique, nous prenons le destin de l'Afrique en main. Et il y a eu le plan d'action de Lagos, qui est un plan extraordinaire, qui s'est transformé plus tard en accord en traité d'Abuja. Voilà, le traité d'Abuja à partir de 91 ou 93, si j'ai une bonne mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce programme-là? On se rend compte que si l'intégration régionale était concrètement appliquée selon ce qui a été conçu, en 2028, nous sommes censés parvenir à une union monétaire au niveau continental. Et je rappelle qu'en théorie, l'union monétaire, c'est l'avant-dernière phase de la complétude de l'intégration régionale.
On a d'abord, selon la théorie de Balassa, c'est la plus solide. C'est d'abord la zone de libre-échange, ensuite l'union douanière, après vient le marché commun, puis on a l'union monétaire et le plafond ou le summum de l'intégration régionale, c'est l'union politique, où on peut parvenir à une confédération ou une fédération même africaine. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, il n'existe pas une union douanière au niveau continental. Donc nous sommes très loin en termes d'application de ce programme-là. Et parmi les raisons, on peut voir une certaine obsession de la souveraineté pour ces États-là qui sortent. C'est le malheur de la colonisation. Quand vous êtes profane par rapport au pouvoir, il y a toujours cette obsession-là de s'accrocher à la souveraineté. Nous savons que la plupart des résolutions prises au niveau de l'Union africaine ne sont pas appliquées par les États. Et deuxième chose aussi, c'est le fait de reposer l'investissement d'un programme conçu surtout dans une logique d'autogestion sur l'extérieur. Actuellement, l'Union africaine, qui est le symbole de l'unité africaine et de l'intégration régionale, est en grande partie financée par l'extérieur. Premier problème. Deuxième problème, qui est un problème beaucoup plus ancien, c'est lequel? Le plan d'action de Lagos, lorsqu'il a été conçu, son financement devrait aussi venir de l'extérieur. Donc, voici le problème africain aujourd'hui. Actuellement, on a aussi la question terroriste au niveau du Sahel. Et pour le projet du G5 Sahel, on a besoin d'environ 400 millions d'euros. Ces 400 millions d'euros, il faut voir, ça vient des pays arabes, des Nations Unies, etc. Donc, il n'y a jamais cette volonté, cet engagement-là à prendre en charge le destin de l'Afrique. On peut toujours parler d'une faiblesse économique, d'un manque de moyens, etc. Mais avoir les richesses du continent qui sortent, on ne peut pas raisonner de cette façon-là. C'est un paradoxe qui est frappant. Il faut pouvoir concevoir le développement dans une mise en valeur et dans une considération vraie et véritable des ressources endogènes. L'expérience japonaise pendant le 19e siècle, un peu avant la Première Guerre mondiale, est quand même extraordinaire. On voit que le Japon, pays, son niveau de développement et de force à cette époque-là est semblable au niveau de développement et de force de beaucoup d'États de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui. Mais en moins de 50 ans, la philosophie samouraï qui a été mise en application a amené le Japon sur le siège des nations les plus fortes au niveau mondial. Et aujourd'hui, on a les résultats de ceci. Et l'un des éléments clés de la doctrine samouraï, c'était de puiser dans les forces locales, dans les ressources locales. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à réaliser jusqu'à aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Maintenant aussi, je pense que la question de l'intégration doit intégrer l'élément identitaire. Pourquoi c'est important? La question sécuritaire, la question du vivre ensemble, toutes ces questions-là, quand vous partez au niveau de la racine, sont d'ordre identitaire. Donc comment on gère dans une société aussi hétérogène en termes de confession, en termes d'ethnie, comment on gère le pacte social? Et lorsque le droit, ça pour ceux qui sont des juristes, etc., lorsque le droit est conçu toujours
dans une référence à la règle. En faisant abstraction du sens de la règle, nous tombons dans une sclérose juridique. Et c'est malheureux aujourd'hui. Donc il faut pouvoir être dans la philosophie du droit aujourd'hui, au-delà du droit. Et maintenant, la deuxième chose aussi, toujours dans le sens de l'identité, c'est la question de l'éthique. L'éthique ici, par nuance à la morale. La morale serait, et là je suis proche de Ricoeur, d'ordre déontologique, c'est le devoir, c'est l'imposition. Alors que l'éthique, plutôt, irait dans le sens de la finalité, de ce qui est visé, donc de la téléologie. Alors, on peut aujourd'hui bâtir un ordre social qui est en son cœur un vivre ensemble solide et assez fort sur la base de l'éthique, donc des finalités communes, de notre destinée commune, l'éducation, la dignité humaine, etc., la sécurité collective. Donc autour de ces questions-là, on peut fondamentalement mettre en place les bases d'une société bien intégrée. Donc l'intégration, en un mot, doit commencer d'abord au niveau social, ensuite au niveau économique, puis au niveau politique. Il ne faut pas inverser les situations.